Jake se tenait dans la salle de conférence, observant la nouvelle PDG à travers les parois vitrées tandis qu'elle s'adressait au conseil d'administration. Quelque chose dans sa posture, dans la façon dont elle penchait la tête lorsqu'elle écoutait, lui serra la poitrine en lui rappelant un souvenir qu'il avait enfoui depuis 15 ans. Lorsqu'elle se tourna dans sa direction et que leurs regards se croisèrent à travers la pièce, le temps sembla s'arrêter. Il connaissait ce visage, il connaissait ses yeux, mais cela ne pouvait pas être elle. Sarah était morte, il l'avait pleurée, avait élevé leur fille seule, avait construit une vie sur les fondations de cette perte, et pourtant, elle était là, vivante, couronnée de succès, le regardant avec le même choc qui parcourait ses veines. Avant de plonger dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire. Où dans le monde regardez-vous cette vidéo? Les lumières fluorescentes de la salle de conférence de Meridian Tech baignaient tout d'une lumière blanche et clinique. Jake Morrison ajusta sa cravate pour la 3e fois, la soie glissant entre ses doigts calleux à force de bricoler le week-end et d'élever seul son enfant depuis 15 ans. À travers les parois vitrées, il pouvait voir les employés se regrouper en petits groupes. Leurs voix murmuraient des spéculations sur le nouveau PDG qui était censé transformer leur entreprise de logiciels en difficulté. « Tu es nerveux ?» Jake se retourna et vit Jake Rivera, son meilleur ami dans l'entreprise, qui tenait 2 tasses de café. Le sourire détendu de Jake ne parvenait pas à masquer l'inquiétude dans ses yeux. Ils avaient tous deux été licenciés 6 mois auparavant et avaient survécu de justesse lorsque le PDG précédent avait démantelé l'équipe de développement. « Devrais-je l'être ?» Jake accepta le café, reconnaissant d'avoir quelque chose à faire de ses mains. Une nouvelle direction est toujours synonyme de changement. Et vous savez comment sont ces types de la Silicon Valley, ils arrivent en parlant de disruption et de changement de paradigme. Jake fit des guillemets avec ses doigts, baissant la voix pour imiter le jargon des entreprises. Et avant même de s'en rendre compte, ils externalisent la moitié de l'équipe pour réduire les coûts. Jake acquiesça, mais son attention se porta sur le groupe de cadres réunis près de la salle de conférence principale. Il travaillait chez Meridian depuis 8 ans, où il était passé de développeur junior à chef d'équipe grâce à ses compétences discrètes et à son attention presque pathologique pour les détails. C'était un bon travail, stable, qui lui permettait d'aller chercher Emma à son entraînement de football, de l'aider à faire ses devoirs et d'être le genre de père qu'il n'avait jamais eu. Papa. Les 2 hommes se retournèrent. Emma Morrison se tenait dans le hall, son sac à dos en bandoulière, ses cheveux bruns s'échappant de la queue de cheval qu'elle avait nouée à la hâte ce matin-là. À 14 ans, elle avait hérité de la structure osseuse délicate de sa mère, mais du regard assuré de son père, et à cet instant, ce regard était incertain. « Em, qu'est-ce que tu fais ici ?» Jake regarda sa montre. 15h15. L'école était finie depuis 15 minutes, mais Emma allait généralement chez son amie Chloé le mercredi. Chloé est malade, alors j'ai pensé... Elle haussa les épaules, dans un geste qui se voulait désinvolte, mais qui semblait plutôt vulnérable. « Je peux rester ici jusqu'à ce que tu aies fini ? J'ai apporté mes devoirs. » Jake ressentit ce tiraillement familier entre le travail et la parentalité, ce constant équilibre que les parents célibataires connaissent par cœur. Mais l'entreprise avait toujours fait preuve de souplesse concernant Emma. Elle avait même aménagé un coin tranquille dans la salle de pause, avec une connexion Wi-Fi correcte, pour les occasions où la garde d'enfants tombait à l'eau. « Bien sûr, Jake. Voici ma fille, Emma. Em, voici Monsieur Rivera. » Jake tendit la main avec une formalité théâtrale. « Madame Morrison, j'ai beaucoup entendu parler de vous. » Le sourire d'Emma était maintenant sincère. Que des mensonges, j'en suis sûr, surtout les championnats de football et le tableau d'honneur. Très décevant. La conversation détendue entre eux réchauffa le cœur de Jake. Jake était l'un des rares collègues à vraiment accepter la réalité de la vie de Jake. Que parfois, des appels professionnels survenaient pendant les réunions parents-professeurs. Que Jake partait ponctuellement à 17h30. Que les jours de congé étaient souvent utilisés pour s'occuper d'enfants malades plutôt que pour faire des voyages exotiques. « Votre attention, s'il vous plaît. » La voix qui résonna dans le hall était autoritaire sans être criarde. Jake leva les yeux et vit une femme vêtue d'un tailleur bleu marine impeccablement coupé, debout près de la réception. Elle avait probablement la trentaine bien avancée, des cheveux auburn mi-longs et des lunettes à monture noire qui lui donnaient un air de grande compétence. Même de l'autre côté de la pièce, elle avait quelque chose de familier. « Je suis Sarah Mitchell, votre nouvelle PDG. Je sais que vous êtes tous curieux de connaître les changements, la direction que nous allons prendre, et si vos emplois sont menacés. » Elle fit une pause, son regard balayant les employés rassemblés. «
Je suis ici pour construire, pas pour détruire. Mais cela signifie que je dois comprendre sur quoi nous construisons. Au cours des 2 prochaines semaines, je rencontrerai chaque service, chaque chef d'équipe, chaque personne qui fait fonctionner cette entreprise. Son regard croisa celui de Jake à l'autre bout de la pièce. Le temps ralentit. Ce sentiment familier se cristallisa en quelque chose d'impossible. Quelque chose qui fit trembler sa tasse de café entre ses mains. Ses yeux, cette voix désormais plus grave, mais avec la même cadence musicale dont il était tombé amoureux à l'université. La façon dont elle se tenait, le poids légèrement déplacé sur son pied gauche. Ce geste inconscient qu'il avait observé 1000 fois pendant les sessions d'études tardives, les dimanches matins paresseux et la dispute qui avait tout terminé. Cela ne pouvait pas être vrai. Sarah était morte. Il avait son certificat de décès dans un classeur chez lui, avec le certificat de naissance d'Emma, ses papiers de divorce et tous les autres documents qui marquaient les transitions majeures de sa vie. Sarah était morte dans un accident de voiture 2 semaines après l'avoir quitté. 2 semaines après lui avoir dit qu'elle avait besoin d'espace pour comprendre qui elle était. 2 semaines après qu'il ait découvert qu'elle était enceinte et qu'elle ait refusé d'en parler. Mais cette femme, cette PDG, le regardait avec le même choc qui court-circuitait actuellement son système nerveux. « Papa !» La voix d'Emma semblait venir de très loin. « Ça va ?» Jake cligna des yeux, réalisant qu'il la fixait. La femme, Sarah, pas Sarah, impossible. Sarah avait poursuivi sa présentation, parlant des objectifs trimestriels et du positionnement sur le marché. Mais sa voix continuait à se briser légèrement, comme si elle aussi avait du mal à le reconnaître. « Ça va », parvint-il à dire, même si sa voix lui semblait étrange, à lui-même. Rivera regardait Jake et la PDG avec une inquiétude grandissante. « On dirait que tu as vu un fantôme. » La métaphore était trop proche de la vérité. Jake posa sa tasse de café avec précaution, de peur de la faire tomber. Ses mains tremblaient. Jake Morrison. La voix était plus proche maintenant. Il leva les yeux et vit la PDG Sarah debout juste devant lui. À cette distance, il n'y avait aucun doute. 15 ans avaient affiné ses traits, ajouté des rides autour de ses yeux et donné à son attitude une assurance qui n'était pas là à l'université. Mais c'était bien Sarah Kovacs qui avait partagé sa chambre d'étudiant en dernière année, ses rêves de créer une entreprise technologique et son lit jusqu'au matin où elle avait fait ses valises et disparu de sa vie. Sarah, qui était morte depuis 15 ans. Sarah, qui était bien vivante et qui étudiait son visage avec la même intensité désespérée qu'il ressentait. « Vous me semblez familière », dit-il, les mots sortant étouffés et inadéquats. Elle leva lentement la main, comme dans un rêve, et retira ses lunettes. Sans elle, ses yeux étaient du même brun chaleureux dont il se souvenait. Les mêmes yeux qu'il avait regardés lorsqu'elle lui avait murmuré qu'elle l'aimait, les mêmes yeux qui avaient été froids et distants la dernière fois qu'il l'avait vue. Jake, son nom et sa voix, étaient la clé qui ouvrait une serrure qu'il croyait fermée à jamais. 15 années passées à gérer avec soin ses émotions et à construire une vie autour de son absence s'effondrèrent en un seul mot. Elle regarda les employés qui s'affairaient encore dans le hall, le visage inquiet de Jake et Emma qui observaient cet échange avec une confusion grandissante. « Pourrions-nous parler en privé ?» Jake acquiesça, ne faisant pas confiance à sa voix. Il se tourna vers Emma, essayant de donner à son visage une expression aussi normale que possible. « M, pourquoi ne commencerais-tu pas tes devoirs dans la salle de pause ? Je reviens tout de suite. » Les yeux d'Emma allaient et venaient entre son père et le PDG. Son radar de 14 ans pour les drames entre adultes était clairement en alerte. « D'accord, » dit-elle lentement. « Mais papa, tu n'as vraiment pas l'air bien. »« Je vais bien, » mentit-il. Sarah, il ne pouvait pas la considérer comme Sarah Mitchell. Il ne pouvait pas faire le lien entre la femme professionnelle en costume coûteux et la fille qui portait ses vieux t-shirts et lui volait ses sweats à capuche. Elle fit un geste vers une petite salle de conférence à côté du hall principal. Ils marchèrent en silence. Le rythme familier de ses pas à côté des siens créait un vertige émotionnel qui rendait cette courte distance interminable. Elle ferma la porte derrière eux et s'appuya contre celle-ci comme si elle avait besoin de soutien. Ils se tenaient de part et d'autre de la petite pièce, la table de conférence polie entre eux comme une zone tampon. « Tu es censé être mort », dit finalement Jake. « Je sais, j'ai ton certificat de décès. »« Je sais. » Emma pense que sa mère est morte dans un accident de voiture quand elle avait 2 ans. Quelque chose passa sur le visage de Sarah à la mention d'Emma. De la douleur, de la reconnaissance, quelque chose de plus profond. Comment va-t-elle ? La question le frappa comme un coup physique. Comment osait-elle lui poser des questions sur Emma comme si elle avait le droit de savoir ? Comment osait-elle se tenir là, vivante et couronnée de succès,
et lui poser des questions sur la fille qu'elle avait abandonnée. « Elle est parfaite, dit-il, les mots sortant plus secs qu'il ne l'aurait voulu. Elle est brillante, drôle et gentille, et elle a eu une belle vie malgré le fait que sa mère ait choisi de disparaître plutôt que d'assumer les conséquences de ses choix. » Sarah tressaillit comme s'il l'avait giflé. « Jake, ce n'est pas ce que tu penses, vraiment. Parce que ce que je pense, c'est que tu as simulé ta propre mort pour échapper à tes responsabilités parentales. Ce que je pense, c'est que tu as mené une autre vie pendant que j'élevais notre fille seule, que je lui expliquais pourquoi certains enfants ont une maman et pas elle, que je la serrais dans mes bras quand elle pleurait parce qu'un camarade de classe lui avait dit quelque chose de cruel sur le fait qu'elle n'avait qu'un papa. » Sa voix montait. 15 ans de colère et de chagrin refoulé se déversaient en mots qu'il n'aurait jamais pensé avoir l'occasion de prononcer. Les yeux de Sarah brillaient de larmes contenues, mais il n'arrivait pas à s'en soucier. « Tu n'as aucune idée de ce que j'ai enduré, » dit-elle doucement. « Non, je n'en ai aucune idée, parce que tu as choisi de partir. Tu as choisi de me laisser croire que tu étais mort plutôt que d'avoir une conversation sur ce que nous allions faire à propos du bébé, à propos d'Emma. Je n'ai rien choisi de tout cela. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, chargés d'implications que Jake n'était pas prêt à déballer. Avant qu'il n'ait pu répondre, on frappa doucement à la porte de la salle de conférence. « Monsieur Morrison ?» La voix d'Emma était étouffée par la vitre. « Jake a dit que vous deviez signer quelque chose avant la réunion générale. » Jake regarda à travers la porte et vit sa fille debout dans le couloir. Elle avait oublié ses devoirs et était clairement inquiète pour lui. Derrière elle, Jake s'attarda, visiblement préoccupé. « Eh bien, on finira ça plus tard, » dit Jake à Sarah, sans se soucier que cela puisse ressembler à une menace. Il ouvrit la porte et Emma se plaça immédiatement à ses côtés, sa présence à la fois rassurante et compliquée. Il sentait le regard de Sarah posé sur eux, observant la façon dont Emma reproduisait inconsciemment sa posture, la manière protectrice dont elle se plaçait entre lui et ce qui l'avait bouleversé. « En fait, » dit Sarah, sa voix redevenant professionnelle, « je pense que nous devrions reporter la réunion générale à demain. J'aimerais avoir plus de temps pour me préparer. » Le hall était encore rempli d'employés et plusieurs têtes se tournèrent à cette annonce. Jake voyait les spéculations commencer, la façon dont l'information circulait dans l'écosystème du bureau. D'ici demain, tout le monde saurait que le nouveau PDG avait eu une conversation intense avec Jake Morrison et les rumeurs allaient de bon train. « Emma, » dit Sarah, et Jake sentit sa fille se raidir à côté de lui. « Tu ressembles trait pour trait à ton père. » C'était un commentaire anodin, le genre de choses que les adultes disent tout le temps aux enfants. Mais Jake entendit le sous-entendu, vit les mains de Sarah trembler légèrement tandis qu'elle parlait. Emma, avec l'honnêteté brutale de l'adolescence, scruta le visage de Sarah. « Je vous connais ?»« Non, » répondit rapidement Sarah. « Trop vite. »« Non, nous ne nous sommes jamais rencontrés. » Mais Emma continuait à la regarder avec cette expression perplexe qui signifiait qu'elle essayait de se souvenir de quelque chose qui lui échappait. Jake connaissait ce regard. C'était le même que celui qu'Emma avait lorsqu'elle travaillait sur un problème de mathématiques particulièrement difficile, lorsque la solution était là, mais n'était pas encore tout à fait claire. « Je devrais y aller, » dit Sarah. « Jake, nous poursuivrons notre conversation demain. » Elle s'éloigna rapidement, ses talons claquant sur le sol ciré. Jake la regarda partir, remarquant qu'elle marchait toujours avec cette légère inclinaison vers la gauche, qu'elle touchait toujours ses cheveux lorsqu'elle était nerveuse. Elle se comportait toujours comme si elle s'excusait de prendre de la place. « Papa !» La voix d'Emma était faible. Qui était-ce vraiment ? Jake baissa les yeux vers sa fille, dont le visage était en effet exactement le même que le sien, à l'exception des yeux. Emma avait les yeux de Sarah, du même brun chaleureux, les mêmes longs cils, la même façon de regarder le monde comme s'il recelait des secrets qu'elle était déterminée à découvrir. Comment pouvait-il expliquer que la femme qui venait de s'éloigner était sa mère ? Comment pouvait-il dire à Emma que tout ce qu'elle croyait savoir sur ses origines était un mensonge ? Comment pouvait-il même commencer à accepter le fait que Sarah était vivante, qu'elle avait réussi et qu'elle avait apparemment mené une vie complètement différente pendant qu'il la pleurait ? Juste quelqu'un que je connaissais autrefois, finit-il par dire. Il y a longtemps. Emma acquiesça, mais Jake voyait bien qu'elle n'était pas satisfaite de cette réponse. Elle avait 14 ans, assez pour sentir les sous-entendus, assez pour savoir quand les adultes étaient évasifs. « Allez, viens », dit-il en passant son bras autour de ses épaules. « Rentrons à la maison, je commanderai une pizza. » Alors qu'ils se dirigeaient vers le parking,
Jake sentit le poids de la conversation qui les attendait, car il allait devoir finir par dire la vérité à Emma. Il allait devoir lui expliquer que sa mère n'était pas morte, qu'elle avait choisi de partir, qu'elle était maintenant de retour dans leur vie de la manière la plus compliquée qui soit. Mais d'abord, il devait trouver comment dire à Emma que toute sa conception de sa famille, d'elle-même, de l'histoire qu'on lui avait racontée sur ses origines, était sur le point de changer à jamais. Les néons clignotaient au-dessus de leur tête lorsqu'ils arrivèrent au parking, projetant de longues ombres qui semblaient s'étirer vers un avenir incertain. La pizza était restée intacte sur le comptoir de Kit Morrison, la graisse coagulée formant des flaques oranges, tandis que Jake fixait l'écran de son ordinateur portable sans le voir. Emma s'était retirée dans sa chambre après le dîner, prétextant qu'elle avait un devoir d'histoire à terminer, mais il l'entendait faire les 100 pas depuis 1 heure. Le plancher de sa chambre craquait d'une manière qu'il reconnaissait. 3 pas vers la fenêtre, une pause, 3 pas vers le bureau. C'était ce qu'elle faisait lorsqu'elle travaillait sur quelque chose de compliqué. Il ferma l'ordinateur portable et se frotta les yeux. La maison semblait différente, comme si la présence de Sarah au bureau avait bouleversé les fondements même de leur vie. Pendant 15 ans, cette modeste maison à 2 étages en banlieue avait été leur sanctuaire, remplie des dessins d'Emma sur le réfrigérateur, des crampons de football près de la porte d'entrée et du chaos confortable d'une vie construite pour 2. À présent, elle semblait fragile, comme un château de cartes attendant le prochain coup de vent. Son téléphone vibra. Un SMS provenant d'un numéro inconnu. « Nous devons parler, vraiment parler, demain, après le travail. » Jake fixa le message pendant un long moment avant de répondre. « Comment avez-vous obtenu ce numéro ? » « De la même manière que vous avez obtenu le poste chez Meridian. Je vous ai suivi. » Ces mots le frappèrent comme un coup de massue. « Vous m'avez suivi. Depuis combien de temps ? Quelle partie de sa vie soigneusement construite avait été observée à distance ? Combien d'étapes importantes dans la vie d'Emma Sarah avait-elle observées grâce au réseau de surveillance qu'elle avait apparemment mis en place ? Pourquoi maintenant ? Il tapait. La réponse arriva rapidement. « Parce que je suis en train de mourir. » Les mains de Jake s'engourdirent. Il posa soigneusement son téléphone sur le comptoir de la cuisine et se dirigea vers la fenêtre, regardant le quartier qu'il avait choisi précisément parce qu'il était sûr, prévisible, loin de toute surprise susceptible de bouleverser leur vie tranquille. Le téléphone vibra à nouveau. 6 mois, peut-être moins. J'avais besoin de l'avoir avant. Il prit le téléphone, effaça le fil de discussion sans lire le reste, puis le regretta immédiatement. Mais le mal était fait. Les mots étaient gravés dans sa mémoire. « Je suis en train de mourir. Papa. » Emma se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine, vêtue de la chemise en flanelle trop grande qu'elle avait volée dans son placard quelques mois auparavant. Ses cheveux tombaient librement sur ses épaules, la faisant paraître plus jeune que ses 14 ans, plus proche de la petite fille qui se glissait dans son lit pendant les orages. « Tu n'arrives pas à dormir non plus ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête et se dirigea vers le réfrigérateur d'où elle sortit un carton de lait. « Cette femme, aujourd'hui, à ton travail. » La poitrine de Jake se serra. « Qu'est-ce qu'elle a ? Qu'est-ce que... là ?» Je sais que ça peut paraître bizarre, mais Emma versa du lait dans un verre, avec des gestes prudents et délibérés. Elle me rappelait quelqu'un, j'avais l'impression de connaître son visage. Peut-être qu'elle a juste un visage qui me rappelle quelqu'un. Emma se tourna vers lui, et Jake fut à nouveau frappé par combien elle avait grandi. Quand avait-elle développé cette façon particulière d'incliner la tête lorsqu'elle réfléchissait ? Quand ses yeux étaient-ils devenus si pénétrants ? « Papa, je ne suis pas stupide. » Les mots étaient calmes mais fermes. Jake sentit quelque chose changer entre eux. Il prit conscience que la dynamique de leur relation était en train de changer. Emma n'était plus une enfant. Elle ne se contentait plus d'accepter des explications simplistes pour des émotions adultes complexes. « Je sais que tu n'es pas stupide. Alors ne me mens pas. » Elle posa le verre de lait avec un bruit sec. « Il s'est passé quelque chose aujourd'hui. Quelque chose d'important. On aurait dit que tu avais vu un fantôme. Et puis tu as pris cette voix que tu utilises quand tu essaies de me protéger de quelque chose que je suis soi-disant trop jeune pour comprendre. » Jake observa le visage de sa fille, remarquant le menton obstiné de Sarah. La façon dont Sarah se tenait debout lorsqu'elle se préparait à se battre. La ressemblance était si forte qu'il en avait mal à la poitrine. « C'est compliqué, » dit-il finalement. « J'ai 14 ans, pas 4. Je peux gérer les choses compliquées. » Les mots restèrent suspendus entre eux, à la fois défi et supplication. Jake repensa à la conversation qu'il redoutait, à la manière prudente dont il avait prévu d'annoncer la vérité à Emma au sujet de sa mère. Il avait imaginé qu'ils auraient plus de temps, qu'ils pourraient contrôler le moment et le contexte. Au lieu de cela, ils se retrouvaient là à 22 h, un mercredi soir, debout dans leur Kit Morrison,
tandis que la pizza refroidissait et que le regard direct d'Emma exigeait de l'honnêteté. Il n'était pas sûr d'être prêt à la donner. « Ta mère » commença-t-il, puis il s'arrêta. Ces mots lui semblaient étrangers, faux. Pendant 15 ans, Sarah avait été un souvenir, une histoire qu'il racontait à Emma à propos d'une femme qu'il avait aimée mais qui était morte trop tôt. Maintenant, elle était une personne vivante, avec un numéro de téléphone et un diagnostic terminal, et la capacité de bouleverser leur monde. Et elle? La voix d'Emma était soigneusement contrôlée, mais Jake pouvait entendre le courant sous-jacent d'espoir. Malgré tous ses efforts pour que leur famille de 2 personnes se sente complète, Emma avait toujours eu des questions sur la femme qui lui avait donné la vie. Elle n'est pas morte dans un accident de voiture. Les mots sortirent plats, cliniques. Emma cligna des yeux, digérant l'information. Que veux-tu dire? Je veux dire qu'elle est partie avant ta naissance. Et je pensais qu'elle était morte parce que... Jake passa ses mains dans ses cheveux, cherchant un moyen d'expliquer 15 ans de mensonges et de demi-vérités. Parce que quelqu'un voulait que je le pense. Le visage d'Emma se figea. Quelqu'un? Ta mère? Le silence s'installa entre eux, rempli du ronronnement du réfrigérateur et du bruit lointain de la télévision des voisins. Le lait d'Emma était resté oublié sur le comptoir. Elle est en vie? La question était à peine un murmure. Oui, et elle a toujours été en vie. Alors que tu me disais qu'elle était morte pendant que je... La voix d'Emma se brisa. Alors que je parlais à sa photo et que j'aurais aimé me souvenir d'elle. Jake sentit son cœur se briser. Je pensais aussi qu'elle était morte. Je te jure, je pensais que la femme à ton bureau aujourd'hui... La voix d'Emma devenait plus forte, plus aiguë. C'était elle, n'est-ce pas? Jake acquiesça, incapable de parler. Emma le fixa longuement, puis se retourna et sortit du kit Morrison. Il entendit ses pas dans les escaliers, entendit la porte de sa chambre se fermer avec précaution, sans claquer, ce qui rendait les choses encore pires. Jake resta seul dans le kit Morrison, entouré des débris de leur soirée interrompue. La pizza, les devoirs éparpillés sur le comptoir, le verre de lait qu'Emma avait abandonné. Tous les détails ordinaires de leur vie lui semblaient soudain étranges, sous le poids de la vérité enfin révélée. Il rangea machinalement, emballant la pizza, lavant le verre, essuyant les comptoirs qui n'avaient pas besoin d'être nettoyés. Il s'affairait pour occuper ses mains, tandis que son esprit passait en revue les implications de ce qui venait de se passer. Emma ne savait pas tout, pas encore, mais suffisamment pour comprendre que toute sa conception de sa famille reposait sur un mensonge. Un mensonge bien intentionné, peut-être, mais un mensonge quand même. Son téléphone vibra à nouveau. Un autre numéro inconnu. Cette fois, un appel. Jake. La voix de Sarah était plus rauque maintenant, moins maîtrisée qu'au bureau. « Elle sait » dit-il sans préambule. Une inspiration brusque. « Tu lui as dit, elle a compris. Emma n'est pas stupide, Sarah. Elle a vu que quelque chose n'allait pas. Et elle a insisté jusqu'à ce que je lui dise la vérité. Toute la vérité. Que tu es en vie, que tu es parti, que je lui ai menti pendant 15 ans au sujet de l'identité de sa mère. Mon Dieu. » La voix de Sarah était chargée de ce qui semblait être des larmes. « Je n'ai jamais voulu que cela se passe ainsi. Alors comment voulais-tu que cela se passe ?» La colère de Jake revenait, balayant le choc et le chagrin. « Tu pensais pouvoir revenir dans nos vies et que tout irait bien? Tu pensais qu'Emma n'aurait pas de questions? Je pensais avoir plus de temps. Plus de temps pourquoi? Pour expliquer. Pour te faire comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. » Jake se dirigea à nouveau vers la fenêtre, regardant la rue où Emma avait appris à faire du vélo, où elle avait vendu de la limonade pour récolter des fonds pour les refuges pour animaux, où elle avait embrassé son premier petit ami le mois dernier, pensant que son père ne l'avait pas vu. « Je t'écoute, » dit-il. « Pas au téléphone. Cette conversation doit avoir lieu en personne. Sarah, je ne peux pas, s'il te plaît. » Le mot était cru, désespéré. « Demain, après le travail, il y a un café sur la 5e rue, près du parc où Emma jouait quand elle était petite. » Jake sentit un frisson le parcourir. « Comment connais-tu ce parc ?» Silence à l'autre bout du fil. « Sarah, comment connais-tu ce parc ?»« Je t'ai observé, » dit-elle finalement. « Pas constamment, je ne vous ai pas harcelé, mais j'avais besoin de savoir qu'elle allait bien, que vous alliez bien tous les deux. » Les implications de cette déclaration le frappèrent comme un coup de massue. Toutes ces années passées à construire soigneusement une vie, à protéger Emma de la vérité sur sa mère. Et Sarah était là, à l'écart, observant. Combien de moments avait-elle été témoin? Combien d'étapes importantes avait-elle vues de loin? « Vous n'aviez pas le droit, » dit-il. « Je sais. Non, tu ne sais pas. Tu n'as aucune idée de ce que ça a été de l'élever seule.
de répondre à ses questions sur pourquoi elle n'avait pas de mère, de la voir faire semblant de s'en moquer quand les autres enfants parlaient de leur maman. Jake, et maintenant tu me dis que tu étais là tout ce temps, à nous observer comme dans un documentaire animalier? Ce n'était pas comme ça. Alors comment c'était? Un autre long silence. Quand Sarah reprit la parole, sa voix était si faible qu'il dut tendre l'oreille pour l'entendre. C'était comme se noyer, dit-elle. Chaque jour, pendant 15 ans, c'était comme se noyer. Quelque chose dans son ton calma sa colère. Ce n'était pas la voix de quelqu'un qui avait fait des choix désinvoltes dans sa vie. C'était la voix de quelqu'un qui souffrait depuis très longtemps. « Demain, dit-elle, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » Jake regarda vers l'escalier menant à la chambre d'Emma, d'où aucun bruit ne provenait. Sa fille était probablement allongée, éveillée, fixant le plafond, essayant d'accepter le fait que tout ce qu'elle croyait savoir sur sa famille était faux. « 1 heure, dit-il. Et si je n'aime pas ce que tu as à dire, si je pense une seule seconde que tu vas faire plus de mal à Emma que tu ne lui en as déjà fait, tu disparaîtras à nouveau, pour de bon cette fois. Compris. » La ligne fut coupée. Jake resta debout dans son kit, Morrison, tenant son téléphone, se demandant comment une seule journée pouvait détruire 15 ans de construction minutieuse. Ce matin, il était un père célibataire avec un emploi stable et une fille qui lui faisait confiance. Ce soir, il était un homme dont le passé était revenu d'entre les morts, dont la fille avait appris que toute l'histoire de ses origines était une fiction. Il monta lentement les escaliers, s'arrêtant devant la porte d'Emma. Aucune lumière ne filtrait sous la porte, mais il sentait qu'elle était réveillée. Il leva la main pour frapper, puis s'arrêta. Que dirait-il? Quels mots pourraient combler le fossé entre la vérité qu'elle connaissait ce matin et la réalité à laquelle elle était confrontée ce soir? Au lieu de cela, il se rendit dans sa chambre et s'assit sur le bord du lit, regardant la photo encadrée sur sa table de chevet. Emma, à 5 ans, souriante, tenant un dessin qu'elle avait fait de leur famille. 2 bonhommes allumettes sous un soleil jaune, papa et moi, écrit au crayon en haut. Pendant 10 ans, ce dessin avait représenté la plénitude de leur monde. Maintenant, il lui semblait être la preuve de tout ce qu'il n'avait pas réussi à lui donner. Jake s'allongea sur le lit, tout habillé, fixant le plafond, sachant qu'il ne trouverait pas le sommeil. Demain, il serait assis en face de la femme qui avait façonné toute sa vie d'adulte par son absence. Demain, il devrait décider s'il pouvait lui faire confiance et lui dire la vérité, s'il devait risquer tout ce qu'il avait construit pour Emma au cas où les explications de Sarah valaient la peine, malgré le désastre qu'elles avaient déjà causé. Dehors, le quartier retrouvait son rythme nocturne familier, avec les aboiements des chiens au loin, le bourdonnement des climatiseurs, le passage occasionnel d'une voiture, tous les bruits de la vie ordinaire qui continuaient autour d'eux tandis que leur monde s'écroulait silencieusement. Le café de la 5e rue avait le confort usé d'un endroit qui avait survécu à de multiples crises économiques grâce à son obstination. Jake arriva tôt et choisit une table au fond de la salle où il pourrait parler sans être entendu. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les vitres poussiéreuses, projetant de longues ombres sur les meubles dépareillés et les œuvres d'art locales qui n'avaient pas trouvé preneur depuis des années. Il avait passé la journée dans un brouillard de distractions, repérant des erreurs dans les révisions de code, perdant le fil des conversations au milieu d'une phrase. Jake l'avait finalement pris à part après le déjeuner, l'air inquiet. « Quoi qu'il se passe entre toi et le nouveau PDG, avait dit Rivera, fais attention, d'accord? Les intrigues de bureau peuvent vite dégénérer. Si seulement c'était aussi simple. » Emma était partie à l'école ce matin-là, sans lui parler, son silence plus dévastateur que n'importe quelle dispute. Elle avait préparé son petit déjeuner, emballé son déjeuner, accompli leur routine matinale comme un fantôme hantant leur kit Morrison. Le seul signe qu'elle était toujours sa fille était la façon dont elle s'était arrêtée devant la porte d'entrée, la main sur la poignée, comme si elle voulait dire quelque chose. Mais elle avait simplement mis son sac à dos sur l'épaule et était sortie sans se retourner. Jake était maintenant assis, remuant un café dont il ne voulait pas, regardant la porte et se demandant quelle version de Sarah allait la franchir. La PDG raffinée d'hier, la fille dont il était tombé amoureux à l'université, ou quelqu'un d'autre, quelqu'un façonné par 15 ans de secrets qu'il ne pouvait même pas imaginer. Elle arriva pile à l'heure, scrutant le café jusqu'à ce qu'elle le repère. Elle avait troqué son tailleur chic contre un jean et un simple pull bleu, et sans l'armure de ses vêtements professionnels, elle semblait plus petite, plus vulnérable. Les années avaient creusé 2 fines rides autour de ses yeux et amaigri son visage, signe d'une récente perte de poids. Elle commanda un thé au comptoir, avec des gestes prudents et délibérés, puis se dirigea vers sa table et s'assit en face de lui. Pendant un moment, aucun des deux ne parla.
À cette distance, à la lumière naturelle, il était impossible de nier qui elle était. C'était Sarah, vieillie par le temps et marquée par des expériences qu'il n'avait jamais partagées, mais indéniablement la femme qui avait autrefois été le centre de son univers. « Tu as bonne mine », dit-elle finalement. « On dirait que tu es en train de mourir. » Oh. Les mots sortirent plus durs qu'il ne l'avait voulu, mais il ne s'excusa pas. Sarah tressaillit comme s'il l'avait frappée, puis acquiesça. Parce que c'est le cas. Elle fouilla dans son sac à main et en sortit un dossier en papier craft qu'elle posa sur la table entre eux. Cancer du pancréas de stade 4. Les médecins le qualifient d'agressif, ce qui apparemment signifie en langage médical que tu es... Jake fixa le dossier, ne voulant pas l'ouvrir, ne voulant pas voir les documents médicaux qui rendraient tout cela réel. Depuis combien de temps le sais-tu? 4 mois, peut-être 5. Elle enroula ses mains autour de sa tasse de thé et il remarqua à quel point ses doigts étaient devenus fins, à quel point ses veines étaient saillantes. Je suis allé chez le médecin parce que j'étais tout le temps fatigué et que je perdais du poids. Je pensais que c'était le stress lié à ma promotion à la tête de Méridien. Tu as accepté le poste de PDG en sachant que tu étais en train de mourir. J'ai accepté le poste de PDG parce que j'étais en train de mourir. Sarah le regarda droit dans les yeux. J'avais besoin d'être près d'Emma, près de toi. J'avais besoin... Elle s'interrompit et déglutit péniblement. J'avais besoin d'essayer de réparer ce que j'avais brisé. Tu ne peux pas réparer ça, Sarah. Tu ne peux pas revenir dans nos vies avec un diagnostic terminal et espérer que tout rentrera dans l'ordre. Je le sais. Et toi? Parce qu'Emma n'a pas dormi la nuit dernière. Elle est partie à l'école ce matin sans m'adresser la parole. 15 ans de confiance. Tout cela s'est envolé parce que j'ai dû lui dire que tout ce qu'elle croyait à propos de sa famille était un mensonge. Le visage de Sarah s'est légèrement décomposé, mais elle a soutenu son regard. Je n'ai jamais voulu qu'elle l'apprenne comme ça. Alors comment? Quel était ton plan? Te présenter à sa remise de diplôme, à son mariage, attendre qu'elle ait des enfants, puis leur envoyer une carte de la part de leur grand-mère. Je n'étais pas censé vivre aussi longtemps. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, chargés d'implications que Jake n'était pas sûr de vouloir dévoiler. Sarah ouvrit le dossier et en sortit un document qu'il reconnut. L'acte de naissance d'Emma. Mais ce n'était pas la version qu'il avait chez lui. Celle-ci était plus ancienne, plus jaunie, et dans l'espace réservé au nom de la mère, il était écrit Sarah Elena Kovacs. Pas inconnu, comme sur la version modifiée qu'on lui avait donnée il y a 15 ans. Je n'ai pas simulé ma mort pour échapper à mon rôle de parent, dit Sarah doucement. J'ai simulé ma mort pour échapper au meurtre. Jake sentit le monde basculer légèrement. Quoi? La nuit où je suis parti. La nuit où nous nous sommes disputés à propos du bébé, à propos de ce que nous allions faire. La voix de Sarah était calme, mais ses mains tremblaient. Je suis allé chez ma cousine Mera. Tu te souviens de Mera? Oui, la cousine aînée de Sarah, celle qui travaillait pour une sorte de cabinet de conseil, qui voyageait constamment, parlait 3 langues et avait toujours donné à Jake l'impression d'être un peu provinciale en comparaison. Elle n'était pas consultante, poursuivit Sarah. Elle était agent secret de la CIA, travaillant sur une affaire de trafic d'armes dans les Balkans. Ma famille, Jake. Ma famille n'était pas seulement composée d'immigrants qui géraient une petite entreprise. Mon père était impliqué dans des affaires très louches pendant la guerre, des affaires qui l'ont suivi jusqu'en Amérique. Jake la fixa du regard, essayant de comprendre ce qu'elle lui disait. La famille de Sarah avait toujours été vague au sujet de son passé, au sujet des raisons pour lesquelles ils avaient quitté la Bosnie quand Sarah était petite. Il avait attribué cela à un traumatisme, au genre de silence qui entoure les histoires trop douloureuses à raconter. Quelqu'un a découvert le véritable métier de Mera. Sarah a dit que c'était quelqu'un de son ancien pays, quelqu'un qui avait une très longue mémoire et beaucoup d'argent. Ils l'ont recherché, mais ils n'ont pas réussi à la trouver. Ils ont donc décidé de s'en prendre à sa famille à la place. Sarah. 2 jours après avoir emménagé avec Mera, quelqu'un a tiré sur les fenêtres de son appartement. Le lendemain, ils ont trouvé l'adresse de mes parents, les ont appelés et leur ont laissé un message disant qu'ils savaient que j'étais enceinte et qu'ils tueraient le bébé si Mera ne se rendait pas. Le café autour d'eux semblait s'estomper dans le bruit de fond. Jake pouvait entendre le sifflement de la machine à expresso. Il pouvait voir les autres clients lire les journaux et taper sur leurs ordinateurs portables. Il pouvait sentir l'arôme familier des grains torréfiés et des pâtisseries. La vie normale continuait autour d'eux, tandis que Sarah décrivait un monde de violence et de menaces qui semblait impossible à concilier avec la vie tranquille de banlieue qu'il menait. Mera avait 2 choix, a poursuivi Sarah.
se rendre et probablement mourir, ou disparaître et m'emmener avec elle. Mais j'étais enceinte de 7 mois, Jake. Je ne pouvais pas simplement disparaître. Je ne pouvais pas entraîner un bébé dans un programme de protection des témoins. Je ne pouvais pas élever Emma dans la clandestinité, toujours sur nos gardes. Alors, tu as simulé ta mort. Mera avait des contacts, des gens qui pouvaient créer de nouvelles identités, de nouvelles histoires, mais cela devait être complet. Tout le monde devait croire que j'étais vraiment parti, y compris toi, surtout toi. Car si tu pensais que j'étais en vie, tu me chercherais. Et si tu me cherchais, ils pourraient me retrouver grâce à toi. Jake sentit quelque chose de froid se répandre dans sa poitrine. L'accident de voiture était un coup monté. Les contacts de Mera ont trouvé une inconnue à la morgue, quelqu'un qui était resté trop longtemps dans l'eau pour être facilement identifié. Ils ont échangé les dossiers dentaires, créé des traces écrites. Pour le monde entier, Sarah Kovacs était morte dans un accident de voiture sur l'autoroute 101. Et tu es finalement devenue Sarah Mitchell. Au début, j'étais Sarah Collins, vivant dans un refuge dans le Montana pendant qu'Emma... La voix d'Emma s'est légèrement brisée pendant qu'Emma naissait et je ne pouvais même pas t'envoyer de photos. Ensuite, j'étais Sarah Davis dans l'Oregon, travaillant comme serveuse et envoyant de l'argent anonymement pour aider à payer les frais d'Emma. Puis Sarah Foster dans le Nevada, Sarah Kim en Arizona, Sarah Mitchell dans le Colorado. Jack essaya d'imaginer Sarah seule, enceinte, se cachant dans une série d'appartements anonymes pendant qu'il préparait une chambre d'enfant, lisait des livres sur l'éducation des enfants et essayait de comprendre comment être un père célibataire. La solitude, l'isolement, la peur constante, l'argent, dit-il, en se souvenant des chèques mystérieux qui étaient arrivés de manière irrégulière au fil des ans, toujours de sources différentes, toujours introuvables. C'était toi. Sarah acquiesça. Je ne pouvais pas envoyer beaucoup, je ne pouvais pas risquer de créer un schéma qui permettrait de remonter jusqu'à moi, mais j'avais besoin de savoir que tu pouvais prendre soin d'elle. Comment as-tu su pour Emma? Pour nous? J'ai engagé des gens, principalement des détectives privés, très discrets, très prudents, juste assez d'informations pour savoir que vous étiez tous les deux en sécurité, que tout allait bien. Sarah sortit son téléphone et lui montra l'écran. C'était une photo d'Emma à la remise des diplômes de 4e, souriante dans sa toge et son mortier, le bras de Jake autour de ses épaules. Jake fixa l'image, se souvenant de ce jour-là. Il était si fier, il avait pris lui-même des dizaines de photos, mais il n'avait jamais remarqué que quelqu'un d'autre prenait des photos. Il n'avait jamais senti qu'ils étaient observés. « J'en ai des centaines comme celle-ci », dit Sarah doucement. Les premiers pas d'Emma, son premier jour d'école, ses matchs de football, ses expositions scientifiques, ses fêtes d'anniversaire. J'ai vécu ta vie à travers des moments volés et des photos de surveillance. Il a encore ça. Le poids de cette révélation était stupéfiant. Pendant 15 ans, Sarah avait construit une version fantôme de leur famille, collectant à distance des preuves de l'enfance d'Emma, toutes ces étapes importantes que Jake avait franchies seul, tous ces moments qu'il aurait aimé partager avec quelqu'un qui comprenait à quel point leur fille était extraordinaire. Sarah était là, à observer, à désirer, incapable d'y prendre part. « Les gens qui t'ont menacé, » dit Jake, « sont-ils toujours morts? La plupart d'entre eux, en tout cas. La mission de Mera s'est terminée il y a 5 ans. Le réseau de trafic d'armes a été démantelé. Les principaux acteurs sont soit en prison, soit 6 pieds sous terre. J'aurais pu revenir à ce moment-là. J'aurais pu essayer de reprendre ma vie en main, mais tu ne l'as pas fait. » Sarah baissa les yeux vers ses mains qui serraient la tasse de thé depuis longtemps refroidie. À ce moment-là, Emma avait une vie, une belle vie. Elle t'avait toi, et tu faisais un travail formidable en l'élevant. Elle était heureuse, en sécurité et confiante. Et je l'étais aussi. La voix de Sarah s'affaiblit. J'étais une étrangère. J'étais quelqu'un qui avait abandonné sa famille, même si j'avais de bonnes raisons. De quel droit aurais-je pu perturber son bonheur? Alors, tu es restée morte. Je suis restée morte. J'ai construit une carrière, j'ai gravi les échelons, je me suis dit que je faisais pénitence en restant à l'écart. Et puis j'ai reçu le diagnostic. Et soudain, rester à l'écart n'était plus une option. Jake se cala dans son fauteuil, essayant d'assimiler tout ce que Sarah lui avait raconté. L'histoire était tellement éloignée de son expérience qu'une partie de lui se demandait si tout cela n'était pas une fiction élaborée, un moyen de faire passer son abandon pour un acte noble plutôt qu'égoïste. Mais les détails étaient trop précis, trop cohérents avec les petits mystères étranges qui avaient ponctué leur vie, l'argent introuvable, le sentiment parfois qu'ils étaient surveillés, la façon dont Emma semblait toujours savoir des choses sur sa mère que Jake ne lui avait jamais dites. « Tu aurais pu appeler, dit-il finalement.
Il y a 5 ans, quand c'était sans danger, tu aurais pu décrocher le téléphone et dire « Quoi ? Bonjour Jake, c'est ton ex-petit ami décédé. Je suis resté en vie tout ce temps, observant ta fille grandir à distance. Tu veux prendre un café ?» Malgré tout, Jake faillit sourire. C'était tellement typique de Sarah de réduire les situations émotionnelles complexes à leurs éléments les plus absurdes. C'était quelque chose qu'il avait oublié à son sujet. Cet humour pince sans rire qui pouvait couper la tension comme une lame. Emma aurait compris, dit-il. Elle a toujours été mature pour son âge, toujours capable de gérer les vérités difficiles. Vraiment ? Ou aurait-elle passé les 5 dernières années à se demander pourquoi sa mère avait choisi de rester loin d'elle alors qu'elle aurait pu rentrer à la maison ? Aurait-elle été en colère de savoir que je l'avais observée à son insu ? Aurait-elle eu l'impression que toute son enfance n'était qu'une performance que je critiquais depuis le public ? Ces questions touchaient Jake plus profondément qu'il ne voulait l'admettre. Emma était mature, mais elle était aussi sensible, encline à trop réfléchir et à douter d'elle-même. Apprendre que sa mère était en vie et avait choisi de rester loin d'elle aurait pu être plus traumatisant que de croire qu'elle était morte. « Et maintenant ?» demanda Jake. « Maintenant que tu es mourante, qu'est-ce qui a changé ?» Sarah le regarda droit dans les yeux, et pendant un instant, il vit au-delà du contrôle minutieux, au-delà du comportement professionnel qu'elle avait toujours maintenu. Même dans cette conversation, il vit la fille dont il était tombé amoureux, vulnérable et pleine d'espoir, et désespérément effrayée. « Maintenant, j'ai 6 mois pour essayer de connaître ma fille avant de perdre cette chance pour toujours, » dit-elle. « Maintenant, j'ai 6 mois pour m'assurer qu'elle comprenne que la quitter a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, et que l'aimer à distance a été la seule chose qui m'a maintenu en vie toutes ces années. Et moi, la question sortit plus crue qu'il ne l'avait prévu. Et ce que tu m'as fait subir, et ces 15 années de chagrin, de monoparentalité et d'explications à Emma sur les différences entre les familles, les yeux de Sarah se remplirent de larmes qu'elle avait retenues tout au long de leur conversation. Je sais que je t'ai fait du mal. Je sais que je t'ai privé de ton choix, que j'ai pris des décisions concernant la vie d'Emma sans te consulter. Je sais que c'est impardonnable. C'est impardonnable. Je sais, mais Jake. Elle tendit la main par-dessus la table, ses doigts effleurant les siens. Sa peau était froide, presque translucide. Je te demande quand même de me pardonner. Pas pour moi, mais pour Emma. Elle aura besoin de nous deux pour surmonter ce qui va arriver. Jake baissa les yeux vers leurs mains, les siennes tellement plus petites et plus frêles que dans son souvenir. Il y a 15 ans, ces mêmes mains avaient caressé son visage dans l'obscurité, avaient porté la bague qu'il avait mis 3 mois à acheter, avaient fait ses valises et étaient sortis de sa vie sans se retourner. À présent, elle lui demandait quelque chose qu'il n'était pas sûr de pouvoir donner. Le café était devenu plus calme autour d'eux, la foule de l'après-midi laissant place aux habitués du début de soirée. Bientôt, il devrait rentrer chez lui, affronter Emma, essayer d'expliquer une conversation qui avait bouleversé tout ce qu'il pensait savoir de leur histoire. « J'ai besoin de temps, » dit-il finalement. « Le temps est la seule chose dont je ne dispose pas beaucoup. Alors, nous devrons faire avec ce que tu as. » Sarah acquiesça en retirant sa main. « Merci. Je ne te promets rien, Sarah. Je ne te promets pas qu'Emma voudra te voir, qu'elle te pardonnera, ou que tout cela se passera comme tu l'espères. Je sais, mais elle mérite de connaître la vérité, toute la vérité. Et elle mérite d'avoir la possibilité de décider elle-même si elle veut que vous fassiez partie de sa vie. C'est tout ce que je demande. » Jake se leva, soudainement épuisé par le poids de tout ce dont ils avaient discuté. « Je lui parlerai ce soir. Dites-lui ce que vous m'avez dit, et ensuite nous verrons. » Sarah resta assise, semblant petite et perdue dans son pull trop grand. Jake, il se retourna. « Merci d'avoir si bien pris soin d'elle. Elle est extraordinaire, et c'est grâce à toi. » Jake sentit sa gorge se serrer. « Elle est extraordinaire parce que c'est aussi ta fille. » Il laissa Sarah seule dans le café, entourée des débris de leur conversation et des fantômes de 15 ans de séparation. En marchant vers sa voiture, Jake essaya de se préparer à la conversation la plus difficile de sa vie. Dire à sa fille que sa mère était en vie, qu'elle était mourante et qu'elle voulait la connaître avant qu'il ne soit trop tard. Le soleil se couchait lorsqu'il s'engagea dans son allée, peignant le ciel de nuances orange et rose qui lui rappelaient les aquarelles qu'Emma peignait quand elle était petite. Des traits simples et audacieux qui capturaient quelque chose d'essentiel sur le monde, même s'ils n'étaient pas techniquement parfaits. Ce soir, il allait devoir trouver ses propres traits simples et audacieux pour peindre un tableau de leur famille qui inclurait toute la complexité que Sarah avait ramenée dans leur vie. Ce soir, il allait devoir croire que l'amour pouvait être plus fort que les secrets,
que la vérité pouvait guérir même si elle blessait au départ. À l'intérieur de la maison, il pouvait entendre Emma s'exercer au piano, la mélodie d'une nocturne de Chopin traversant les murs. Elle jouait lorsqu'elle réfléchissait, lorsqu'elle avait besoin de gérer des émotions compliquées. La musique était belle et mélancolique, une bande-son parfaite pour la conversation qu'il s'apprêtait à avoir. Les doigts d'Emma trébuchèrent sur les touches lorsque Jake entra dans le salon. La nocturne de Chopin se dissipa dans le silence. Elle ne se retourna pas, mais ses épaules se raidirent d'une manière qui lui indiqua qu'elle attendait cette conversation, la redoutant et en ayant besoin à parts égales. « Depuis combien de temps es-tu à la maison ?» demanda-t-il. « 1 heure. » Sa voix était soigneusement neutre. « J'ai préparé le dîner. Il est dans le réfrigérateur si tu veux. » Jake regarda vers la cuisine où il pouvait voir des assiettes couvertes attendant sur le comptoir. Emma cuisinait pour elle-même depuis l'âge de 12 ans, mais elle n'avait jamais préparé de dîner pour eux deux sans qu'on le lui demande. Ce geste ressemblait à une branche d'olivier ou peut-être à des excuses pour son silence de ce matin-là. « Em, nous devons parler. » « Je sais. » Elle finit par se retourner sur le banc du piano, les mains jointes sur ses genoux. « Tu l'as rencontrée, n'est-ce pas ? Ma mère. » Le mot resta suspendu dans l'air entre eux, chargé de 15 ans d'absence et d'imagination. Jake avait toujours fait attention à la façon dont il parlait de Sarah devant Emma. Il optait généralement pour des expressions neutres telles que « la femme qui t'a mise au monde » ou « ta mère biologique », mais Emma avait dit « ma mère », avec une sorte d'appropriation hésitante qui lui avait serré le cœur. Oui, elle s'appelle Sarah, Sarah Mitchell. Mais quand je l'ai connue, elle s'appelait Sarah Kovacs. Kovacs. Emma répéta lentement le nom, comme pour tester sa sonorité. C'est un nom d'Europe de l'Est, n'est-ce pas ? Bosniaque. Sa famille est venue ici quand elle était petite, des réfugiés de la guerre. Emma acquiesça, enregistrant cette information sur ses origines. Jake réalisa à quel point il lui avait peu parlé du passé de Sarah, à quel point l'histoire génétique et culturelle d'Emma était une page blanche dans le récit familial. Pourquoi n'est-elle pas morte dans un accident de voiture ? La question d'Emma était directe, coupant court à toute tentative de sa part d'aborder le sujet en douceur. Jake s'assit dans le fauteuil en face du piano, essayant de trouver comment expliquer l'histoire de Sarah sans terrifier sa fille de 14 ans. Mais Emma le regardait avec ce regard pénétrant qui signifiait qu'elle saurait s'il édulcorait la vérité. « Elle était en danger », dit-il finalement. « Quelqu'un menaçait de lui faire du mal, de te faire du mal avant ta naissance. Elle a dû disparaître pour te protéger. Quel genre de danger ? Des gens mal intentionnés, des gens issus du passé de sa famille, de la guerre en Bosnie. Son cousin était impliqué dans une sorte de travail gouvernemental. Et ces gens voulaient faire du mal au cousin par l'intermédiaire de Sarah. » Emma resta silencieuse pendant un long moment, assimilant cette information. Elle a donc simulé sa mort pour me protéger, pour nous protéger tous. Mais oui, principalement toi. Et tu ne le savais pas pendant tout ce temps. Tu pensais vraiment qu'elle était morte ? Je pensais vraiment qu'elle était morte. Je l'ai pleuré. J'ai pleuré la vie que nous avions prévue ensemble, la mère que tu ne connaîtrais jamais. Je ne t'aurais jamais menti à propos d'une chose pareille. L'expression d'Emma s'adoucit légèrement. Je sais, papa. J'étais en colère hier soir, mais je sais que tu ne me mentirais pas exprès. Le pardon dans sa voix était presque plus que Jake ne pouvait supporter. Emma avait toutes les raisons d'être furieuse contre lui, contre Sarah, contre toute cette situation. Au lieu de cela, elle était assise là, essayant de comprendre, essayant de reconstituer une histoire qui devait lui sembler impossible. Où était-elle pendant tout ce temps ? Demanda Emma. À différents endroits. Elle a dû changer plusieurs fois d'identité, déménager, s'assurer que ces gens ne puissent pas la retrouver. Elle a parfois envoyé de l'argent anonymement pour vous aider à payer vos dépenses. Les chèques mystérieux. Emma écarquilla les yeux en comprenant. « Tu as toujours dit que tu ne savais pas d'où ils venaient, parce que je ne le savais pas. Pas jusqu'à aujourd'hui. » Emma se leva du banc du piano et commença à faire les 100 pas, 3 pas vers la fenêtre. Pause, 3 pas en arrière. Son schéma de pensée, le même que Jake avait entendu à travers le plafond la nuit précédente. « Est-ce qu'elle nous surveillait ?» demanda soudain Emma. Jake hésita. C'était la partie de l'histoire de Sarah qui semblait la plus intrusive, la plus difficile à justifier. Parfois, à distance, elle engageait des gens pour prendre des photos afin de s'assurer que nous allions bien. Des photos de moi ? Oui. Emma cessa de faire les 100 pas. « Montre-moi. »« Je n'ai pas... » »« Elle t'a montré des photos aujourd'hui, n'est-ce pas ? C'est comme ça que tu sais qu'elle nous surveillait. Montre-moi. » Jake sortit son téléphone et fit défiler les photos que Sarah lui avait envoyées avant qu'il ne quitte le café.
Elle lui en avait envoyé plusieurs, dont la photo de remise des diplômes et quelques autres. Emma, à l'âge de 7 ans, souriant à un match de football. Emma, à 10 ans, concentrée sur un projet scientifique. Emma, le mois dernier, sortant de l'école avec ses amis. Il tendit le téléphone à Emma, observant son visage tandis qu'elle faisait défiler les images d'elle-même prises par une inconnue qui était aussi sa mère. Son expression était indéchiffrable, oscillant entre la confusion, l'émerveillement et quelque chose qui pouvait être de la tristesse. « Celle-là », dit Emma en s'arrêtant sur une photo que Jake n'avait jamais vue auparavant. Elle montrait Emma à environ 5 ans, assise sur les balançoires du parc près de leur maison. Mais à l'arrière-plan, à peine visible, se trouvait la silhouette d'une femme qui observait de loin. « C'est elle ?» Jake plissa les yeux pour mieux voir l'image. La femme était trop loin pour être clairement identifiable, mais quelque chose dans sa posture, dans sa façon de se tenir, lui semblait familier. « Peut-être, » répondit-il. Emma fixa la photo pendant un long moment. « Je me souviens de ce jour-là, » dit-elle doucement. « Je me souviens avoir eu l'impression que quelqu'un m'observait, mais quand j'ai regardé autour de moi, je n'ai vu personne. Tu me poussais sur la balançoire et je n'arrêtais pas de regarder vers les arbres parce que j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un là-bas qui tenait à moi. » Ces mots frappèrent Jake comme un coup physique. Combien de fois Emma avait-elle ressenti cette présence, cette impression d'être observée par quelqu'un qui l'aimait? Combien de fois avait-elle intuitivement senti l'attention de sa mère sans comprendre ce que c'était? « Elle veut te rencontrer, » dit Jake, « te parler, essayer de t'expliquer elle-même. Est-ce qu'elle veut être ma mère maintenant ?» La question d'Emma était petite, vulnérable. Est-ce qu'elle veut emménager chez moi, rattraper le temps perdu et faire comme si les 15 dernières années n'avaient jamais existé? Non, monsieur, elle est. Jake se demandait ce qu'il devait lui dire, quelle réalité une adolescente de 14 ans pouvait supporter. Elle est malade, très malade. Il ne lui reste plus beaucoup de temps, et elle voulait avoir la chance de te connaître avant de mourir. Pour de vrai, cette fois. Oui, Emma se rassit sur le banc du piano. Ses mains trouvèrent automatiquement les touches. Elle joua quelques accords doux, rien de reconnaissable, juste des sons pour remplir le silence pendant qu'elle réfléchissait. « Comment est-elle » demanda finalement Emma. « Elle est… » Jake essaya de concilier la fille qu'il avait connue à l'université avec la femme assise en face de lui cet après-midi-là. Elle est intelligente, vraiment intelligente. Elle étudiait l'informatique quand nous nous sommes rencontrés. Elle voulait créer sa propre entreprise un jour. Elle est parfois trop têtue. Elle a cette façon de prendre des décisions et de refuser de se remettre en question, même quand tout le monde pense qu'elle a tort. Comme moi, tout à fait comme toi. Elle est aussi gentille, même quand cela lui coûte quelque chose. Et elle est drôle, même si son humour est parfois un peu noir. Elle voit des choses que les autres ne voient pas. Elle remarque les détails. Qu'a-t-elle pensé de moi en voyant les photos? Jake sourit malgré la complexité de tout ce dont il discutait. Elle dit « Tu me ressembles trait pour trait, mais tu as ses yeux. » Elle est fière de toi, Em. Tellement fière de la personne que tu es devenue. Les doigts d'Emma trouvèrent une mélodie sur le piano. Une mélodie triste et belle que Jake ne reconnaissait pas. « Je veux la rencontrer, » dit-elle sans lever les yeux des touches. « Tu es sûr? Tu n'as pas à te décider tout de suite. Tu peux prendre le temps d'y réfléchir. J'ai pensé à elle toute ma vie, papa. Même quand je la croyais morte, je me demandais comment elle aurait été, ce qu'elle aurait pensé de moi, si elle aurait été fière de la personne que je suis devenue. » Le jeu d'Emma devint plus complexe, la mélodie s'entremêlant. Maintenant, j'ai la chance de la connaître et je n'aurai peut-être jamais d'autre occasion. Jake ressentit un élan de fierté mêlé de terreur. Emma faisait preuve d'une grande maturité, elle était réfléchie et courageuse. Mais elle n'avait que 14 ans et il n'était pas sûr qu'elle comprenait pleinement ce qu'elle acceptait. La complexité émotionnelle de rencontrer un parent mourant, le chagrin qui surviendrait lorsque Sarah serait partie, les questions qui se poseraient sur la famille qu'ils auraient pu former. « Et si c'était difficile ?» demanda-t-il. « Et si la voir te rendait furieuse ou triste ou confuse à propos de tout ce que tu pensais savoir sur notre famille ?»« Et si ?» Hihi. Emma arrêta de jouer et le regarda droit dans les yeux. « Papa, découvrir qu'elle est en vie a déjà changé tout ce que je pensais savoir sur notre famille. La question n'est pas de savoir si cela va être difficile. La question est de savoir si je veux traverser ces moments difficiles pendant qu'elle est encore là pour répondre à mes questions ou après son départ, quand je n'aurai plus jamais cette chance. » La sagesse de ces paroles coupa le souffle à Jake. La sagesse. Quand sa fille était-elle devenue si lucide sur la complexité des émotions? Quand avait-elle développé cette capacité à aller au-delà de la peur et de l'incertitude pour aller droit au cœur de ce qui importait? « D'accord, dit-il.
Nous allons organiser une rencontre entre toi et elle. Quand? Bientôt. Ce week-end peut-être. Dans un endroit neutre où tu te sentiras à l'aise. » Emma acquiesça, puis se retourna vers le piano. La mélodie qu'elle jouait se transforma en quelque chose que Jake reconnut. Une berceuse qu'il lui chantait quand elle était petite, qu'il avait apprise de sa propre mère. Mais Emma la jouait en mineur, transformant le réconfort simple de l'original en quelque chose de plus complexe, de plus adulte. « Papa ?» dit-elle sans s'arrêter de jouer. « Oui, tu es d'accord avec tout ça? Je veux dire, ça ne doit pas être facile pour toi non plus qu'elle soit revenue. » Jake regarda sa fille, cette personne extraordinaire qu'il avait eu le privilège d'élever, et se sentit submergé par sa capacité d'empathie. Même au milieu de son propre bouleversement émotionnel, elle pensait à ses sentiments, à son expérience. « Je suis encore en train d'y réfléchir, dit-il. Honnêtement, je l'ai aimée autrefois, il y a longtemps, et j'ai passé 15 ans à lui en vouloir d'être partie, même si je la croyais morte. Maintenant, je dois trouver comment lui pardonner, comment me débarrasser de toute cette colère. Quand je comprendrai enfin pourquoi elle est partie. Tu penses pouvoir lui pardonner? Je pense que je dois essayer pour toi, mais aussi pour moi. Porter cette colère pendant 15 ans a été épuisant. » Emma joua la berceuse jusqu'à la fin, les dernières notes résonnant entre eux. Dehors, le soleil s'était couché et le salon s'assombrissait autour d'eux. Jake alluma une lampe et, dans sa lumière chaude, Emma semblait à la fois très jeune et incroyablement mature. « Seras-tu là ?» demanda-t-elle. « Quand je la rencontrerai, si tu veux que je sois là. »« Amen. Je le veux. Je pense que je vais avoir besoin de mes 2 parents pour ça. » Le mot « parent » fit sursauter Jake. Pendant 15 ans, il avait été le seul parent d'Emma, sa famille à part entière. L'idée de partager ce rôle, même temporairement, même avec la mère biologique d'Emma, lui semblait étrange et effrayante, mais aussi, d'une certaine manière, tout à fait normale. « Alors je serai là, » promit-il. Emma ferma le couvercle du piano et se leva. « Je vais faire mes devoirs, » dit-elle. « Mais papa, merci de m'avoir dit la vérité. Toute la vérité. Je sais que ça n'a pas dû être facile. » Elle embrassa son front, un geste si adulte et si gracieux que Jake sentit ses yeux brûler de larmes contenues. Alors qu'Emma montait à l'étage, Jake resta dans le salon qui s'assombrissait, pensant à la conversation qu'il devait avoir avec Sarah, aux dispositions à prendre, à la chorégraphie minutieuse nécessaire pour réunir une mère et sa fille après 15 ans de séparation. Son téléphone vibra, signalant un SMS de Sarah. Comment l'avait-elle pris? Jake répondit « Elle veut te rencontrer ». La réponse fut immédiate. « Quand? Ce week-end. Je t'appellerai demain pour te donner les détails. Merci, Jake. Merci de m'avoir donné cette chance. » Jake posa son téléphone et s'assit dans le salon silencieux, écoutant Emma s'affairer à l'étage, se préparant pour ce qui pourrait être le week-end le plus important de sa vie. Dans 2 jours, ils seraient tous ensemble dans la même pièce. Jake, Emma et Sarah. La famille qu'il n'avait jamais vraiment formée serait enfin complète, juste à temps pour être à nouveau brisée par la perte. Mais peut-être que cela suffisait. Peut-être que la chance de se connaître, même brièvement, valait la peine malgré le chagrin inévitable qui suivrait. Peut-être que l'amour n'avait pas besoin d'être permanent pour être réel. Dehors, le quartier s'installait dans son rythme nocturne et Jake commença à planifier des retrouvailles qui avaient pris 15 ans à se concrétiser. Le parc où ils avaient convenu de se retrouver était le même que celui des photos d'enfance d'Emma, où elle avait appris à se balancer, à grimper et à naviguer dans les dynamiques sociales complexes de la politique du terrain de jeu. Jake arriva tôt avec Emma, tous deux se dirigeant vers le banc où il avait passé d'innombrables samedis matins à la regarder jouer, à applaudir ses petites victoires et à la réconforter dans ses petites défaites. Emma portait la robe bleue qu'elle avait choisie pour la remise des diplômes de 4e, celle qui mettait ses yeux en valeur et la faisait paraître plus âgée que ses 14 ans. Elle avait passé 1 heure à se préparer, changeant 3 fois de vêtements avant de trouver la tenue qui offrait le juste équilibre entre une apparence présentable et une image authentique d'elle-même. « Elle est en retard », dit Emma en consultant son téléphone pour la 3e fois en 5 minutes. « Elle a 3 minutes de retard. Ce n'est pas beaucoup. Et si elle avait changé d'avis? Et si elle avait décidé que c'était trop difficile et qu'elle était repartie ?» Jake pouvait entendre la vulnérabilité derrière le calme soigneusement maintenu d'Emma. Elle avait été forte tout au long de cette épreuve, mature au-delà de son âge, mais elle n'en restait pas moins une adolescente qui rencontrait sa mère pour la première fois. La peur du rejet, de l'abandon, se lisait dans la tension de ses épaules et dans la façon dont elle n'arrêtait pas de lisser sa robe. « Elle va venir », dit Jake, avec plus d'assurance qu'il n'en ressentait. « Elle attend ça
depuis 15 ans. Elle ne va pas changer d'avis maintenant. Une silhouette apparut au loin dans le parc, marchant lentement le long du chemin qui serpentait entre les arbres. Sarah avançait prudemment, comme si chaque pas lui demandait un effort conscient, et Jake réalisa à quel point la maladie avait progressé, même en l'espace de quelques jours depuis leur conversation au café. Elle portait un simple cardigan vert sur un jean foncé et avait attaché ses cheveux d'une manière qui la rajeunissait, la faisant davantage ressembler à la fille dont Jake se souvenait à l'université. « C'est elle ?» demanda Emma, et Jake pouvait entendre la voix de sa fille se serrer d'émotion. « C'est elle ?» Emma se leva du banc et lissa une dernière fois sa robe. « Comment je suis ?»« Parfaite », répondit Jake, sincèrement. « Tu es parfaite. » Sarah s'approcha lentement, et Jake vit qu'elle observait chaque détail de l'apparence d'Emma, sa taille, sa posture, la façon dont elle se tenait avec une grâce nerveuse. Quand elle fut assez proche pour parler, Sarah s'arrêta, gardant une distance respectueuse qui reflétait l'importance de ce moment. « Emma », dit-elle, et ce nom résonna comme une prière dans sa bouche. « Maman ». La voix d'Emma n'était qu'un murmure, testant ce mot qu'elle n'avait jamais pu prononcer. Elles restèrent de longtemps à se regarder. Deux personnes liées par la biologie et séparées par 15 ans d'histoire. Jake se sentait comme un intrus dans ces retrouvailles, mais aussi comme un pont entre elles. La seule personne qui les aimait toutes les deux et comprenait ce que ce moment signifiait pour chacune d'elles. « Tu es magnifique », dit finalement Sarah. « Je savais que tu le serais d'après les photos, mais en te voyant en personne… » Sa voix se brisa. « Tu es bien plus que ce que j'imaginais. » Emma rougit, ravie, malgré sa nervosité. « Tu me ressembles. Je veux dire, je te ressemble. Les gens ont toujours dit que je ressemblais à papa, mais maintenant je le vois. » Elle fit un geste vague vers le visage de Sarah. Les yeux surtout. « Ton père a raison cependant. Tu as son menton, sa façon de te tenir, mais tu as mes mains. » Sarah leva ses propres mains et Jake put voir la ressemblance, les longs doigts, les paumes étroites, la façon dont Emma et Sarah gesticulaient quand elles parlaient. « On peut s'asseoir ?» demanda Emma en jetant un coup d'œil au banc. « Tu as l'air fatiguée. » Le sourire de Sarah était doux et reconnaissant. « Je suis fatiguée. Merci. » Ils s'installèrent sur le banc. Emma au milieu, Jake et Sarah de chaque côté, comme des serre-livres autour de leur fille. Cette disposition semblait à la fois naturelle et surréaliste. Ce tableau familial qu'ils n'avaient jamais pu créer, alors que cela aurait pu être le plus important. « J'ai des questions, » dit Emma sans préambule. « Beaucoup de questions. »« J'ai des réponses, » répondit Sarah. « Peut-être pas de bonnes réponses, mais des réponses honnêtes. Pourquoi n'es-tu pas revenu plus tôt ? Papa a dit que le danger était passé il y a plus de 5 ans. » Sarah baissa les yeux vers ses mains, et Jake vit qu'elle se demandait quelle part de vérité elle devait révéler. « Parce que j'avais peur, » dit-elle finalement. « Peur que tu me détestes pour être parti. Peur que tu sois mieux sans moi. Peur de perturber la belle vie que ton père t'avait construite. Mais tu nous observais. Tu connaissais ma vie, mes amis, mon école. Je connaissais l'extérieur de ta vie. Je savais que tu étais intelligente, talentueuse et heureuse, mais je ne savais pas à quoi tu pensais avant de t'endormir. Ce qui te faisait rire ou ce qui t'inquiétait. Je ne te connaissais pas. » La voix de Sarah était lourde de regret. « Je me suis convaincue qu'il suffisait de t'aimer à distance, qu'être une bonne mère signifiait rester à l'écart. » Emma réfléchit à cela, son esprit mature, analysant la complexité des choix de Sarah. « Te sentais-tu seule ?» La question était si simple, si directe, qu'elle allait droit au cœur de l'expérience de Sarah, balayant toutes ses explications prudentes. Jake vit le sang-froid de Sarah se fissurer, vit 15 ans d'isolement et de sacrifice se refléter sur son visage. « Oui, » murmura Sarah, « tous les jours, chaque jour. » Emma tendit la main et prit celle de Sarah, un geste si naturel et généreux que Jake sentit son cœur se briser un peu. Sa fille, cette personne extraordinaire qu'il avait élevée, réconfortait la femme qu'il avait abandonnée, lui offrant sa grâce alors qu'elle aurait eu tout à fait le droit de lui offrir sa colère. « Je faisais semblant que tu me regardais, » dit Emma. « Quand j'étais petite, avant de vraiment comprendre ce que signifiait la mort, je pensais que tu étais peut-être invisible. Peut-être que tu étais là lors de mes matchs de football, de mes pièces de théâtre à l'école et de mes fêtes d'anniversaire. Papa pensait que j'avais juste de l'imagination, mais j'avais vraiment l'impression que quelqu'un était là. J'étais là, » dit Sarah doucement. « Pas toujours, mais pour les choses importantes. Ton premier but au football quand tu avais 6 ans. Ta présentation sur les volcans à la foire scientifique. Ton récital de piano au printemps dernier quand tu as joué ce morceau de Debussy. » Les yeux d'Emma s'écarquillèrent.
Tu étais à mon récital, au dernier rang. Tu étais incroyable, monsieur si posé, si musical. J'ai pleuré pendant toute la représentation. » Jake ressentit un mélange complexe d'émotions. De la colère que Sarah ait été là à son insu. De l'admiration pour son dévouement à assister aux moments importants de la vie d'Emma. Tristesse pour tous les moments qu'ils auraient pu partager ouvertement si les circonstances avaient été différentes. « Comment c'est ?» demanda Emma. « D'être malade, je veux dire. Tu as peur ?» Jake se raidit, se demandant si cette question n'était pas trop difficile, trop adulte pour une jeune fille de 14 ans à poser à sa mère mourante. Mais Sarah regarda Emma droit dans les yeux, traitant sa fille avec le respect dû à quelqu'un capable d'affronter des vérités difficiles. Parfois, Sarah disait « pas de mourir exactement, mais de manquer de temps. Il y a tellement de choses que je veux savoir sur toi, tellement de choses que je veux partager. J'ai peur que 6 mois ne suffisent pas pour vraiment te connaître, pour t'aider à comprendre à quel point je t'ai aimé toutes ces années. Alors nous ferions mieux de ne pas perdre de temps, » dit Emma avec un pragmatisme qui était purement Jake, combiné à une franchise qui était purement Sarah. Elles ont parlé pendant 2 heures dans le parc, de petites choses et de grandes choses. Sarah a raconté à Emma des histoires sur son enfance en Bosnie, sur la grand-mère dont Emma portait le nom, sur les traditions familiales, les recettes et les chansons qui avaient été perdues lorsque Sarah avait disparu. Emma a parlé de l'école, de ses amis et de ses projets pour le lycée, du roman qu'elle était en train d'écrire et de ses rêves d'étudier peut-être la musique ou peut-être l'informatique comme sa mère. Jake écoutait principalement, observant le lien fragile qui se formait entre elles. La facilité avec laquelle elles discutaient l'a surpris, comme si les 15 années de séparation les avaient en quelque sorte préparés à ce moment plutôt que de le rendre plus difficile. Emma posait des questions directes et Sarah répondait honnêtement. Sarah racontait des anecdotes et Emma l'écoutait avec l'attention qu'elle réservait habituellement aux choses qui la fascinaient. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, Sarah commençait à paraître plus fatiguée. L'effort de ces retrouvailles émouvantes avait visiblement affecté son organisme déjà affaibli. Emma le remarqua avant Jake, son empathie naturelle lui permettant de percevoir la fatigue de sa mère. « Nous devrions probablement y aller, » dit Emma doucement. « Tu as besoin de te reposer. » Sarah acquiesça, mais Jake voyait bien qu'elle ne voulait pas que ce moment se termine. « On peut recommencer bientôt ? Demain, » suggéra Emma. « On pourrait peut-être aller ailleurs. Je pourrais te montrer mon école où nous pourrions aller déjeuner quelque part. J'aimerais beaucoup. » Ils se levèrent du banc, tous les trois ensemble dans la lumière de fin d'après-midi. Pendant un instant, Jake put presque imaginer à quoi aurait pu ressembler leur famille si les circonstances avaient été différentes. Des week-ends dans ce parc, des dîners en famille, des histoires racontées avant de se coucher par les 2 parents au lieu d'un seul. Sarah se tourna vers Jake, le regard à la fois reconnaissant et désolé. « Merci, » dit-elle, « de l'avoir si bien élevé, de m'avoir donné cette chance. Pour, » dit-elle en faisant un geste désemparé, incapable d'exprimer l'ampleur de ce qu'il lui avait donné. « Elle est incroyable, » dit simplement Jake, « mais tu le savais déjà. » Et so... Emma serra Sarah dans ses bras pour lui dire au revoir, une étreinte hésitante au début, mais qui devint plus chaleureuse lorsque Sarah enlaça sa fille. Jake regarda ces retrouvailles qu'il n'aurait jamais cru possible, ce moment de grâce au milieu de la tragédie, et sentit quelque chose dans sa poitrine, qui était serrée depuis 15 ans, commencer enfin à se détendre. Alors qu'ils retournaient à leur voiture, Emma glissa sa main dans celle de Jake. « Ce n'était pas aussi difficile que je le pensais, » dit-elle. « Comment te sens-tu ? » « Triste, » répondit Emma honnêtement, « mais aussi reconnaissante. Je sais que nous ne pouvons pas récupérer tout ce que nous avons manqué, mais au moins, nous pouvons avoir quelque chose. Au moins, je peux apprendre à la connaître un peu avant qu'elle ne nous quitte pour de bon. » Cette nuit-là, Jake resta allongé dans son lit, repensant à l'après-midi, à l'étrange cadeau qui lui avait été fait de voir Emma rencontrer sa mère, à la grâce complexe des secondes chances qui arrivent trop tard pour changer le passé, mais pas trop tard pour avoir de l'importance. Demain, ils se reverraient, et le lendemain, et tous les jours suivants, jusqu'à la fin des jours de Sarah. Mais cela ne suffirait pas. Cela ne suffirait jamais pour rattraper 15 ans de séparation, 15 ans d'anniversaires manqués, de genoux écorchés et d'histoires avant de s'endormir. Mais peut-être que cela suffirait pour qu'Emma comprenne qu'elle avait été aimée profondément et désespérément par une mère qui avait fait des choix impossibles dans une situation impossible. Peut-être que ce serait suffisant pour que Sarah sache que sa fille avait grandi forte, gentille et brillante,
que son sacrifice avait protégé quelque chose de précieux. Peut-être que ce serait suffisant pour que Jake pardonne, qu'il abandonne la colère qu'il avait nourrie pendant si longtemps, qu'il trouve la paix avec une histoire qui n'avait pas de méchants, seulement des gens qui faisaient de leur mieux dans des circonstances indépendantes de leur volonté. Dehors, le quartier était calme, plongé dans son rythme familier. Mais dans le cœur de Jake, quelque chose était en train de changer, faisant place à une famille différente de celle qu'il avait construite au cours des 15 dernières années. Non pas un remplacement de ce qu'ils avaient été, mais un élargissement. Une famille qui comprenait tous ceux qui avaient aimé Emma, tous ceux qui l'avaient façonnée, tous ceux qui pleureraient la disparition de Sarah. Dans l'obscurité, Jake commença à planifier les jours à venir, à imaginer la chorégraphie minutieuse qui lui permettrait de construire une relation sous l'ombre d'une perte imminente. Ils déjeuneraient ensemble demain et dîneraient ensemble la semaine prochaine, et peut-être que Sarah viendrait au match de football d'Emma samedi. Ils créeraient de nouveaux souvenirs qui les aideraient à surmonter le chagrin à venir, des moments de connexion qui prouveraient que l'amour pouvait être réel, même s'il ne pouvait être permanent. C'était une fin heureuse différente de celle qu'ils avaient imaginée, mais c'était la leur et cela leur suffisait. À votre place, pardonneriez-vous à Sarah? Écrivez « Je pardonnerai »,« Je ne pardonnerai pas » et pourquoi? Pensez à liker et à vous abonner.